je commence le dit enregistrement. Premièrement, merci beaucoup. Et là, je veux vous présenter Madeleine. Alors, Madeleine Lefebvre est notre stagiaire MITAX. Alors, pour ceux et celles qui se demandent MITAX, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bourses qui nous permettent d'avoir accès, moi je dirais, à des personnes qui possèdent des connaissances parce qu'elles étudient dans des domaines très particuliers. Donc, Madeleine a eu cette bourse pour pouvoir être avec nous depuis l'automne dernier. Et là, je me permets de saluer Sophie Michaud, qui est là et c'est elle qui a amorcé tout ce travail de ce stage MITAX il y a 1 an déjà. Donc, merci Sophie, merci d'être là aussi. Donc, Madeleine, je voulais vous présenter Madeleine. Madeleine, je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est qu'elle est étudiante au doctorat donc en sciences sociales appliquées à l'UQO, en développement territorial plus spécifiquement. Elle est chargée de cours à l'UQO aussi dans 2 départements, dans celui de l'éducation, puis en psychoéducation et psychologie. Elle est membre de quelques groupes de recherche, elle est assistante de recherche et j'ai envie de vous dire qu'elle est aussi une conseillère municipale à la ville de Maniwaki. Donc, les élus, elle en est une elle-même, donc c'est quelque chose qu'elle connaît de tout bord, tout côté, on va dire ça comme ça. Puis Madeleine aime la course à pied, elle aime le kayak, c'est une femme dynamique, vous allez voir ça, très intéressante. Alors, je te cède la parole, Madeleine de Sophie. Bon webinaire tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia, pour l'introduction. Tu parles de dynamisme, je pense que c'est dur à battre à ce niveau-là. Je voulais remercier d'abord chacune d'entre vous de prendre du temps en ce merveilleux mardi, n'est-ce pas? Pour, non, mais sérieusement, précieux temps sur l'heure du dîner pour discuter, échanger avec nous. Je vous dirais, c'était un peu notre objectif ultime, Sophie et moi. Oui, je suis contente de te voir, Sophie. Quand on a pensé cette étude-là, il y a plus d'1 an, l'objectif ultime, c'était d'en venir à un moment d'échange avec des gens, des acteurs de divers milieux. Pour que ça puisse servir. Donc, merci de concrétiser ce souhait-là qu'on avait. Sans plus tarder, je vais vous partager la présentation pour que je puisse, dans le fond, l'effectuer, non pas le plus rapidement possible, mais quand même de façon bien rythmée pour qu'on ait du temps justement pour l'échange après la présentation. Donc, je vous partage mon écran ici. Je pense que tout est beau, vous le voyez bien. Alors, l'étude exploratoire que j'ai menée en étroite collaboration avec Sonia de Communagir et également Guy Chiasson, qui est mon co-directeur de thèse à l'UQO, s'intitule « Le rapport au savoir des élus des petites municipalités québécoises ». Donc, c'est vraiment une étude exploratoire et ça, c'est important de le garder en tête. Dans le fond, ça vient cadrer un peu ce qu'on vous présente aujourd'hui, de sorte que ça vient, je veux un peu limiter vos attentes. Là. Vous ne sortirez pas de ce webinaire avec des nouvelles connaissances scientifiques proprement dites là, sur le sujet, mais peut-être beaucoup plus avec des nouvelles questions, des nouveaux angles d'analyse, peut-être de questions qui vous habitent déjà, et c'est ça sur quoi on va pouvoir échanger. Donc, le menu de la présentation est le suivant. Rapidement, le contexte de l'étude. Ensuite, évidemment, je vais vous parler de la méthodologie qui a été employée et souligner avec beaucoup de couleurs les limites qui sont inhérentes à cette méthodologie-là. Ensuite, on va s'attarder surtout sur les résultats de cette étude. Et nous, c'est-à-dire l'équipe de Communagir, Guy Chiasson de l'UQO et moi-même, on a relevé des questions suite à l'analyse des résultats, des questions qui demeurent en suspens parce que, comme je le disais, c'est une étude exploratoire, fait que ça sert surtout à ça. Mais je vous invite, vous, à noter tout au long de la présentation, soit dans le chat, soit pour vous-même, puis ensuite, on pourra échanger là-dessus. Les questions que ça soulève, il va y en avoir assurément là, qui vont vous venir en tête, au cœur, à l'esprit, que vous allez dire « Oh, ça me soulève des questions. » Donc, je vous invite à noter le tout. Contexte de l'étude, donc, Sonia l'a dit, c'est un stage Communagir, c'est un stage MITAC chez Communagir depuis l'automne dernier à temps partiel. Et le stage, en fait, l'objet du stage, c'est cette étude-là. Si jamais vous connaissez plus ou moins Communagir, je vous invite à aller visiter le site Internet pour en savoir plus sur leurs activités. Mais donc, ce stage-là rentrait dans le 3e volet de leurs activités, qui est celui des activités de recherche et de développement qui soutiennent l'émergence et le transfert de pratiques et de connaissances habilitantes dans le domaine du développement collectif.
Et pourquoi le sujet? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la mobilisation des savoirs par les élus locaux, les élus des petites municipalités? Petites municipalités, ici, on le définit comme 5 000 habitants et moins. Outre le fait que c'est mon sujet de thèse doctorale, donc c'est très utile pour moi de faire une étude exploratoire sur le sujet, évidemment, ce n'est pas la raison première pour laquelle on, incluant Communagir, s'est intéressé à ce sujet-là, mais bien parce qu'il y a tout un contexte sociopolitique qui le justifie. Vous êtes peut-être certainement au fait que la loi 122 en 2017 a reconnu les municipalités comme des gouvernements de proximité. Et ça, c'est venu, dans le fond, faire des élus locaux, des joueurs de centre, comme je le dis quand je présente, quand je vulgarise ma thèse, là, des joueurs de centre sur la patinoire du développement collectif. Donc, ils ont vraiment plus souvent la rondelle des décisions à prendre là, pour développer les milieux. Mais évidemment, ils ne sont pas seuls sur la patinoire. Là. Il y a différents joueurs de différents milieux. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir mais comment ils collaborent avec ces différents joueurs-là. Donc, comment ils mobilisent les savoirs des différents groupes avec qui ils ont à interagir par rapport au développement du territoire. Mais cette loi 122-là, elle n'est pas tombée du ciel. Dans le fond, elle fait partie, si on veut, d'un mouvement qu'on pouvait voir poindre depuis le début des années 90 et qui tend à modifier le rôle des élus municipaux, hein, ici au Québec, mais pas également, mais pas uniquement. On le voit aussi au Canada, on le voit aussi en Europe notamment. Alors que les élus, traditionnellement, leur rôle est axé sur le service aux propriétaires fonciers, de plus en plus, des enjeux complexes de développement s'immiscent dans le milieu municipal, puis les élus ont à endosser, là, à embrasser ces enjeux-là plus complexes de développement social, économique, environnemental, etc. Puis sûrement que vous avez des exemples très concrets de dossiers. Souvent, c'est au niveau médiatique, c'est plus au niveau des villes qu'on en fait part. Je pense à toute la saga du troisième lien de Québec présentement, mais il y a des enjeux qui sont aussi dans les petites municipalités, qui sont liés, dans le fond, à tout ce mouvement-là dans le rôle des élus municipaux. Alors, ça fait en sorte que ça vient mousser l'intérêt à savoir sur quelle base les élus font de leurs décisions, puis quel savoir ils mobilisent pour prendre des décisions face à ces enjeux complexes-là et avec qui ils travaillent pour mobiliser tous ces savoirs-là. Aussi mentionner que le milieu municipal, c'est l'angle mort, c'est un des angles morts du développement territorial. Il y a beaucoup d'études en développement territorial qui vont porter sur les acteurs plus communautaires, les acteurs économiques aussi, de plus en plus des enjeux d'environnement, mais le rôle des municipalités, des petites municipalités, mais des municipalités en général, là-dedans, il y a peu de données. Et finalement, les petites municipalités, ça, c'est vraiment un angle mort de la politique municipale. Quand il y a des études en politique municipale, elles portent beaucoup plus souvent sur les grandes villes ou les villes de taille moyenne. Et pourtant, plus de 80% des élus municipaux du Québec exercent leurs fonctions dans une municipalité de moins de 5 000 habitants. Donc, oui, il y a moins de monde, mais en termes de nombre d'élus, ils sont beaucoup plus nombreux là, à exercer leurs fonctions dans une petite municipalité. D'où l'intérêt de notre recherche exploratoire qui vise donc à éclairer des tendances dans la mobilisation des savoirs par les élus de ces petites municipalités au Québec. On s'est intéressé à la question, je le répète à nouveau de façon exploratoire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout d'abord, on s'est servi des aspects du rapport au savoir pour savoir comment on pourrait le saisir par un questionnaire. Mais moi, j'étudie dans le fond le rapport au savoir depuis quelques années dans le cadre de mon doctorat à l'UQO. Donc, ce rapport-là se saisit par trois aspects principaux, là, la perception qu'on a d'un savoir, l'utilisation qu'on en fait et les modalités d'acquisition. Alors, c'est autour de ces aspects-là qu'ont tourné la trentaine de questions qu'on a utilisées dans notre questionnaire, un questionnaire qu'on a rédigé en ligne, qu'on a diffusé en ligne, qui a été fait dans Lime Survey et qui a été diffusé d'octobre à décembre dernier, donc juste avant les élections municipales de l'automne dernier et un peu après. Donc, on voulait profiter de
j'ose pas dire effervescence parce que c'est pas si effervescent que ça, la politique municipale, là, mais on voulait quand même profiter de ce petit moment-là pour essayer d'avoir un maximum de répondants. Ça a été diffusé là, par différents moyens. Là. Vous voyez mon visage ici. Là, on avait fait des capsules sur Facebook, etc. Des infolettes. Je tiens à mentionner qu'on a eu aussi la collaboration de la FQM et de l'UMQ qui ont diffusé le tout dans leurs infolettes, courriels respectifs. Ce qui fait en sorte qu'on a atteint 106 questionnaires complétés. 106, on était contents. Ça nous faisait une belle banque de données pour justement voir poindre des tendances. Par contre, au niveau des limites, évidemment, il faut remettre ça en perspective. C'est 106 élus sur près de 6500. Donc, c'est un très, très petit échantillon. Et en plus, ce sont des volontaires, donc ils peuvent présenter un biais d'intérêt envers le sujet, ce qui fait en sorte qu'évidemment, il n'y a rien de ce qu'on présente aujourd'hui qui peut être généralisé. Et quand je parle des élus durant ce webinaire, ben, je parle des 106 élus qui ont répondu au questionnaire. Donc, ça relativise les choses de sorte que, par exemple, quand je dis la moitié des élus, ben, c'est la moitié des 106. Donc, on peut voir que c'est quand même pas un nombre astronomique. Ceci étant dit, on considère quand même que les résultats sont intéressants pour soulever des questions. Alors, je vous les présente sans plus tarder. Tout d'abord, vous présenter, je pense que c'est important, le profil des répondants, que vous sachiez parmi dans le fond, qui sont nos 106 répondants. Alors là, ici, vous voyez un tableau où on les voit divisés par poste et par genre. Homme-femme, on avait également l'option autre dans le genre, mais ça n'a pas été sélectionné par aucun répondant. Donc, tout au long de la présentation, on va s'en tenir à femmes et hommes. Et là, vous pouvez voir là, les chiffres qui sont en jaune sont les chiffres sur lesquels je veux porter votre attention. Au niveau des femmes, on avait 44% des répondants qui étaient des femmes, ce qui est légèrement plus élevé que la proportion de femmes en politique municipale, malheureusement. C'est en constante augmentation depuis, je pense, les 4 dernières élections, mais on n'a pas encore atteint 44%. Alors, une légère surreprésentation de femmes dans notre échantillon. Et vous voyez aussi 28% de mères-mairesses. Évidemment, ça aussi, c'est une surreprésentation parce qu'habituellement, c'est 1 sur 7 là, au sein des conseils municipaux. Toujours concernant le profil des répondants, on a questionné les répondants au sujet de leur expérience. J'avais une petite crainte qu'on ait beaucoup de répondants qui venaient d'être élus. Ça aurait un peu orienté d'une autre façon, disons, les résultats parce qu'il y aurait eu vraiment très peu d'expérience. Mais là, vous pouvez voir que, dans le fond, le quart des répondants venaient d'être élus, tandis que le 3/4 avaient 1, 2 ou plus de 2 mandats derrière la cravate ou derrière la blouse. Alors, voilà, ça nous donne quand même l'idée que nos répondants avaient quand même globalement une bonne expérience en politique municipale. On les a aussi questionnés au niveau du nombre d'heures qu'ils consacraient à leur mandat politique parce que dans la littérature, puis dans la logique aussi, il y a un lien clair entre le temps qu'on peut consacrer à une tâche, à un domaine et notre capacité d'aller chercher des connaissances liées à ce domaine-là. Et c'est un des enjeux particuliers de la politique dans les petites municipalités, c'est que ce sont des élus à temps partiel. Et là, évidemment, ça se confirme ici avec les chiffres qu'on voit là. La très grande majorité des répondants consacraient un temps partiel, dans le fond, à leur mandat municipal, moins de 10 heures pour la moitié, puis pour 32% entre 10 et 20 heures. À souligner là, que les 9%, donc les 10 répondants qui ont dit consacrer plus de 30 heures à leur mandat, c'était tous des mères-mairesses. Ce n'est pas surprenant, évidemment. Première question qui portait sur le rapport au savoir des élus. On les a questionnés concernant leur motivation. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Il y a des études sur la motivation des gens à se présenter en politique, municipale ou autre, là, ou à d'autres paliers également. Puis ça nous a permis d'établir un choix de réponse qu'on pense qui a été juste parce que très peu, ou je pense même aucun répondant a choisi l'option autre. Et pourquoi on s'est intéressé à la motivation des élus? Parce qu'évidemment, c'est un moteur d'action pour aller chercher des informations. Donc, ce qui nous intéresse, bien, on va être porté à aller vouloir chercher plus d'informations sur ces sujets-là. Alors, on avait établi ici, selon des études à partir d'études qui avaient déjà été réalisées, des objectifs
qui peuvent être des objectifs de se présenter en politique municipale. Puis on a demandé aux élus de choisir quels étaient les 2 objectifs qui représentaient le plus leur motivation à eux de se présenter en politique municipale. Et ce qui est ressorti comme étant la principale motivation, c'est la même tant chez les hommes que chez les femmes, et c'est celle de travailler à ce que les concitoyens bénéficient d'excellents services municipaux. Ce qui est, on pourrait croire, là, en droite ligne avec le rôle traditionnel des élus et des municipalités, donc de pourvoir les citoyens, surtout les propriétaires fonciers, en services municipaux. On tient aussi à souligner que, puis là, vous le voyez aussi en jaune, il y a, au niveau de la 2e option la plus populaire, là, on peut voir poindre une tendance différenciée selon le genre, alors que les hommes ont été plus nombreux à dire que leur motivation était de travailler au développement économique de leur milieu, tandis que les femmes, c'était davantage développement social de leur milieu. On pourrait discuter tantôt des hypothèses qui font qu'on voit peut-être poindre ici une différence selon le genre, mais on va y revenir parce que ça revient aussi dans d'autres questions. Les autres, rapidement, là, les autres options étaient agir comme porte-parole de mes concitoyens, travailler à ce que mes concitoyens paient le moins possible d'impôts fonciers, ce qu'on associe aussi beaucoup au rôle traditionnel des élus, mais ça a été moins choisi. Et ce qui a été le moins choisi, c'est de travailler à la transition écologique. Ensuite, on a questionné les élus sur l'utilisation des nouvelles connaissances qu'ils recherchaient. Donc, quelles sont les raisons qui vous poussent à aller chercher des nouvelles connaissances? Ces raisons-là, là, je vous mets tout de suite le tableau, ces raisons-là peuvent être catégorisées en 3 raisons principales d'utilisation de nouvelles connaissances qu'on retrouve dans la littérature sur le sujet. C'est une littérature qui est surtout dans le domaine du transfert de connaissances. Donc, on dit qu'on peut vouloir acquérir des connaissances pour une utilisation plus instrumentale. Donc, ça, c'est pour passer à l'action. Dans le cas de la politique, on pourrait dire que c'est pour prendre des décisions ou discuter de projets très précis au niveau du conseil municipal. On peut aussi vouloir acquérir des connaissances pour une utilisation qui est dite conceptuelle. Ça, c'est plus de façon générale pour en apprendre plus sur un dossier. Et il y a aussi l'utilisation qui est dite plus symbolique. Ça, c'est pour justifier une action qui aurait déjà été prise. Dans certains textes, on parle aussi d'utilisation politique, justement. Cette classification-là, je ne la discuterai pas plus qu'il faut. J'ai beaucoup de réserves. Je trouve que dans l'action, ça s'entremêle beaucoup. C'est dur de séparer exactement les usages liés aux nouvelles connaissances. Mais par contre, ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est qu'on avait dans nos choix de réponse au niveau d'utilisation conceptuelle. Donc, pour en apprendre en général sur des sujets, on avait 2 options. Est-ce que ce serait pour comprendre certains enjeux de développement ou pour comprendre certains services municipaux? Et là, vous voyez vraiment l'orientation entre un rôle plus traditionnel des élus puis peut-être un rôle plus nouveau qui embrasse plus largement des enjeux de développement. Et ça nous a surpris à quel point il y avait une grande différence de pourcentage entre les 2 options. Et on pourrait voir là une tendance au changement là, du rôle des élus. Ou on pourrait aussi voir là le fait que les élus ne recherchent pas nécessairement de nouvelles connaissances sur les services municipaux parce qu'ils les connaissent déjà. Fait que ce serait vraiment à approfondir là, avec des questions c'est ça, qui seraient plus élaborées, là, puis des discussions qui seraient plus élaborées avec les élus pour pouvoir vraiment décrypter cette différence-là, mais on tient quand même à la souligner. Ensuite, on a questionné les élus plus spécifiquement sur les sujets sur lesquels ils voudraient avoir plus de nouvelles connaissances pour effectuer leur mandat. Peu importe l'utilisation, est-ce que c'est pour prendre des décisions ou juste avoir davantage de connaissances, mais c'est quoi les sujets d'intérêt? Et là, vous voyez, avec le tableau qu'il y a là, bien, belle nouvelle, nos élus municipaux, d'après notre petit échantillon, puis d'après les résultats qu'on voit là, sont intéressés par un ensemble de sujets. Pratiquement tout ce qu'on avait donné comme option a été sélectionné par entre 24 et 53 là, des répondants. Et là-dedans, et on a surligné en jaune quand même les façons de contribuer au développement social du milieu, les façons de contribuer à la transition écologique, les façons de prendre le pouls des concitoyens, qui sont quand même des concepts, des domaines qu'on pourrait dire relativement nouveaux là, au niveau de la politique municipale au Québec. Alors, voilà, il y a un intérêt pour différents
différents domaines. Puis, avec le petit échantillon qu'on a, on ne peut pas vraiment parler d'une différence de pourcentage entre 53 et 47 ou entre 40 et 38. C'est à peu près la même chose. Là, ici, je vous mets en relation deux résultats qui sont issus des diapositives précédentes parce que j'aime ça me contredire moi-même, puis je trouve que ça soulève encore plus des questions, des pistes de réflexion. On a dit tantôt que parmi les motivations principales des élus à se présenter en politique, il y avait l'option qui était la moins choisie, la motivation qui avait été la moins choisie, c'était celle de contribuer à la transition écologique. Seulement 11% des élus ont dit oui, ça c'est une de mes motivations principales. Et là, on vient de voir que 40% des élus disent quand même être intéressés à avoir plus de connaissances sur les façons de contribuer à cette transition écologique-là. Tantôt, je disais, on s'intéresse aux motivations parce que c'est un moteur pour aller chercher des nouvelles connaissances. Mais peut-être aussi que l'inverse, et pas peut-être, la littérature nous le démontre aussi, que l'inverse est aussi vrai. Hein? Acquérir des nouvelles connaissances dans un sujet, même si à la base, on n'a pas une motivation vraiment extraordinaire dans ce sujet-là, ça peut contribuer aussi à augmenter cette motivation-là envers un sujet puis envers les actions liées à ce sujet-là. Donc, nos élus municipaux, d'après cette étude-là, peut-être que la transition écologique, ce n'est pas présentement une motivation principale à se présenter en politique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à en savoir plus sur le sujet, comme on peut le voir avec ces deux données-là. Je poursuis avec les habitudes de référence des élus. On les a aussi questionnés à savoir, bon, c'est bien beau, là, les sujets d'intérêt et tout ça, mais quand vous avez à prendre des décisions au conseil municipal, vers qui ou quoi, vers qui vous vous tournez principalement pour aller chercher les informations qui sont nécessaires à ce travail. Et là, tadadam, j'arrive avec le résultat. Hommes et femmes, tous deux, se tournent principalement vers les fonctionnaires municipaux. Donc, ce n'est pas une grande surprise ici parce que nos fonctionnaires municipaux, soit au sein des municipalités ou au sein des MRC, évidemment, c'est leur travail d'outiller d'outiller les élus, de leur fournir des outils, des informations sur les différents dossiers qui sont en branle dans la municipalité. Et quand on parle de municipalités, de petites municipalités là, de moins de 5 000 habitants, il faut avoir en tête aussi que les employés municipaux, là, souvent, c'est 2, 3, 4 personnes. Ce n'est pas comme une méga équipe. C'est sûr qu'au niveau des MRC, il y a des équipes qui sont plus importantes, mais il faut se garder en tête que c'est beaucoup le DG, l'inspecteur municipal. Donc, c'est les gens qui sont nommés, là, parce que oui, je suis en train de faire des entrevues sur le sujet présentement pour ma thèse. Donc, c'est les gens qui sont nommés comme les principales sources de référence pour nos élus, tant chez les hommes que chez les femmes. Et on pourrait dire, donc, si on les combine les deux, là, les deux premières réponses, que c'est de loin comme la source principale de référence, alors que les autres viennent après. Les autres étant d'autres élus, les chercheurs et universitaires ou documents qu'ils produisent, gens d'affaires ou documents qu'ils produisent, les citoyens en général, les employés communautaires ou documents qu'ils produisent et les citoyens côtoyés par les élus. On a mis en jaune la ligne des employés d'organismes communautaires, simplement pour porter à votre attention, encore une fois, la différence de genre qu'on peut voir poindre. Ça rejoint celle qu'on a nommée tantôt. Les femmes étaient beaucoup plus nombreuses ici là, à dire qu'elles se référaient, même si elles étaient plus nombreuses en général, là, plus nombreuses que les hommes, là, avec une différence de 10 points de pourcentage ici. Je poursuis avec les habitudes de référence des élus toujours. Outre ces gens-là là, qu'on vient de nommer, on a aussi demandé aux élus, est-ce que vous vous référez aux ressources des organismes suivants dans le cadre de votre travail? Parce que ces organismes-là sont voués à vous outiller. La FQM, le MAMACH, l'UMQ Québec municipal, le réseau d'information municipale et Espace Muni. Et on a demandé donc aux élus s'ils utilisaient les ressources jamais, rarement, occasionnellement ou régulièrement. Et ce qui est sorti ici, là, on vous a mis les pourcentages des élus qui disent utiliser occasionnellement ou régulièrement les outils de ces différentes ressources-là. Personnellement, ça m'a surpris et enchantée. J'ai dit, ah, OK, ben c'est bien, c'est quand même relativement utilisé.
Et je vous ai mis en jaune Espace Muni, qui est quand même, c'est surprenant parce que Espace Muni, parmi toutes ces ressources-là, elle est plus dédiée au développement social, donc plus nichée un peu comme ressource. Le développement social est aussi, on pourrait dire, un enjeu qui est relativement nouveau dans la sphère de la politique municipale. Puis il y a quand même 30 des élus qui ont dit utiliser occasionnellement ou régulièrement les outils d'Espace Muni. Mais on voit quand même, s'il y a des gens parmi nous là, ce midi, s'il y a des gens de ces organismes-là, on voit quand même qu'il y a quand même de la place pour aller être utilisé encore davantage. Là, bien, évidemment, je ne pense pas qu'on va pouvoir atteindre le 100 mais il y a quand même une marge là, pour qu'on puisse faire connaître encore plus les outils de ces différents organismes-là. On arrive à ma diapositive préférée, qui est l'importance que les élus disent accorder aux détenteurs de divers savoirs. Ça, c'est hyper important dans la littérature sur le rapport au savoir parce que c'est beaucoup une question de relations humaines. C'est beaucoup une question de à qui je fais confiance et à qui je ne fais pas confiance. Fait que si je fais davantage confiance à une personne ou à un groupe représenté par une personne, bien, je vais avoir beaucoup plus tendance à aller rechercher des connaissances de cette personne ou de ce groupe-là. Alors, on a questionné les élus sur le sujet. Là, vous voyez un immense tableau que vous n'aurez pas le temps de décrypter en long et en large. Mais vous pouvez voir dans nos différentes colonnes, ce sont les groupes de personnes qui détiennent chacun différents savoirs, différentes connaissances, différentes opinions. Les citoyens de la municipalité, les employés de la municipalité ou de la MRC, le milieu communautaire, le milieu scientifique, les gens d'affaires. Et on a donc demandé aux élus, est-ce que vous accordez beaucoup, moyennement, peu, très peu ou aucune importance à ce que ces différents groupes-là pourraient avoir à dire quant au dossier que vous traitez? Et là, je vais attirer votre attention sur, dans le fond, les lignes grises en bas, parce qu'avant, c'est les résultats femmes, hommes. On va y aller avec les lignes grises qui sont les résultats combinés hommes-femmes. Et on peut voir que les élus disent accorder beaucoup ou moyennement d'importance à ce qu'aurait à dire l'ensemble de ces groupes. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, là. Il y a pas les élus n'excluent aucun groupe dans leur intérêt à savoir ce qu'ils auraient à dire sur les sujets qu'ils traitent. Mais vient en tête de liste les citoyens de la municipalité, c'est à eux qu'on dit accorder le plus d'importance à ce qu'ils pourraient avoir à lire, et vient en queue de peloton le milieu scientifique. Vous allez le voir un petit peu mieux dans les diapositives qui suivent parce qu'on a combiné des résultats puis on les a mis de façon plus imagée. Tout d'abord, je veux porter votre attention sur, encore une fois, deux données qu'on a présentées dans des diapos précédentes. On vient de dire que 75% des élus ont dit qu'ils accordaient beaucoup d'importance à ce que pourraient avoir à dire les citoyens en général par rapport au dossier qu'ils traitent. Et je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans une diapo précédente parce que ça a passé rapidement, mais seulement 9% des élus ont dit que les citoyens en général étaient une source de référence vers laquelle ils se tournaient davantage pour trouver des informations. Souvenez-vous, c'était aux employés municipaux, c'était vers les employés municipaux que nos élus se tournaient davantage, puis je disais, bien, c'est logique, c'est leur travail de nourrir, dans le fond, les élus au niveau des connaissances. Ce n'est pas nécessairement contradictoire, parce que je pense que tout est dans les questions aussi, hein, dans un questionnaire, dans la façon dont on pose la question. Puis là, on demande, est-ce que vous vous tournez davantage vers les citoyens en général? Bien, la réponse a été souvent non. Pour seulement 9% des élus, ça a été oui. Mais quand même, ça soulève des questions, cette grande différence de pourcentage entre j'accorde beaucoup d'importance à ce que les citoyens en général ont à dire, mais je ne me tourne pas davantage vers eux pour aller chercher des connaissances. Donc, c'est simplement, je pense, un beau sujet de discussion qui pourrait être entamé avec la présentation de ces deux données-là. Aussi, ici, vous voyez un tableau où on a combiné les pourcentages des élus qui affirmaient accorder moyennement et beaucoup d'importance à ce que pourraient avoir à dire les différents groupes. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est simplement pour vous montrer que le milieu scientifique vraiment tire un peu de la patte. Oui, 62%, une majorité des répondants ont dit accorder moyennement ou beaucoup d'importance, mais ça veut dire que 38% des répondants ont dit accorder peu ou pas d'importance à ce que le milieu scientifique pourrait avoir à dire par rapport à leur dossier. Ça soulève des questions. Et on a beaucoup d'hypothèses, nous, sur pourquoi. Je ne veux pas les lancer parce que je veux qu'on prenne le temps pour discuter dans quelques instants. Mais on a des pistes ici.
parce qu'on a aussi demandé aux élus s'ils avaient accès aux différents savoirs, qui est le dernier aspect là, du dernier volet du rapport au savoir, donc l'accès. Donc, on a demandé aux élus s'ils avaient beaucoup d'échanges directs ou indirects avec le milieu scientifique et communautaire. Et dans le questionnaire, échanges directs et indirects étaient définis là, en personne, par des formations, des webinaires, des lectures. Et voici les résultats. Les répondants étaient beaucoup plus nombreux à dire avoir des échanges directs ou indirects avec le milieu communautaire versus le milieu scientifique. Encore là, je pense qu'on peut l'expliquer de plusieurs façons logiques, mais c'est quand même une grande différence. Et regardez aussi la grande différence au niveau du milieu scientifique entre les réponses les pourcentages d'hommes et le pourcentage de femmes qui ont dit avoir des échanges, beaucoup d'échanges directs ou indirects avec le milieu scientifique. Ça aussi, ça soulève des questions. Et à ceux et celles qui répondaient non, je ne crois pas avoir beaucoup d'échanges directs ou indirects avec ces milieux-là, on leur a demandé pourquoi. Donc, voici les principales raisons pour lesquelles les élus considèrent ne pas avoir beaucoup d'échanges directs ou indirects avec le milieu scientifique. La principale raison a été « je ne connais pas vraiment d'outils de ce milieu qui serait pertinent à mes fonctions ». Et la deuxième est « je ne connais personne de ce milieu avec qui échanger ». Donc, peut-être une bonne nouvelle ici, la question de la confiance envers la science semble pas être en jeu parce que ça a été pratiquement pas choisi, là, c'est la dernière option. Donc, c'est beaucoup plus une question de pont qui semblait manquer entre le milieu scientifique et les répondants, là, les élus des petites municipalités, d'après ce qu'on voit là. Et finalement, on a questionné les élus à savoir, est-ce que vous affirmez avoir beaucoup d'échanges formels avec les citoyens de votre municipalité? Et échanges formels étaient également définis, donc, par des consultations, des comités, lors des pléniers, etc. Et ce qui a été donné comme résultat, c'est que la majorité des élus hommes-femmes disent oui, j'ai beaucoup d'échanges formels avec les citoyens. Mais quand même, ce résultat-là nous montre qu'entre 25 et 34 là, des élus ne considèrent pas qu'ils ont beaucoup d'échanges formels avec leurs citoyens. Et quand on leur a demandé pourquoi, là, la réponse a varié selon le genre. Les hommes ont répondu « je n'ai pas beaucoup d'échanges formels avec les citoyens de ma municipalité parce que j'ai suffisamment d'échanges informels. Donc, j'échange suffisamment de façon informelle avec eux. Donc, j'ai ma gang, hein? J'ai ma gang de référence. Et c'est une façon de l'interpréter. Ça ne voulait peut-être pas dire ça non plus, mais en tout cas, les échanges informels sont ressortis comme la raison pour laquelle on n'avait pas besoin d'échanges formels. Chez les femmes, ça a été davantage parce que les échanges formels ne sont pas valorisés dans ma municipalité. Ça aussi, ça soulève des questions de réflexion, de discussion, d'approfondissement. Et dernière question qu'on a posée, c'est on a demandé aux élus s'ils disaient participer à une table ou un regroupement multisectoriel dans le cadre de leur fonction. Et là, on n'a pas défini dans le questionnaire, malheureusement ou heureusement, là, table ou regroupement multisectoriel. Et moi, pour siéger depuis 20 ans sur de telles tables ou regroupements au niveau local et régional, et vous aussi certainement que vous êtes au fait de certaines tables, certains regroupements multisectoriels, dans la pratique, on voit que les élus municipaux ne sont pas ultra présents. Puis je ne veux pas me donner le blâme sur personne, peut-être qu'ils ne sont pas ultra sollicités non plus. C'est un questionnement que j'ai. Mais quand j'ai vu les résultats ici, ça m'a surpris. 34 des femmes, 53 des hommes ont dit oui, je participe à une table multisectorielle. Et là, ça nous a posé la question, nous, en analysant les résultats, à savoir, mais qu'est-ce qui était compris comme une table multisectorielle? Ce serait à définir, et c'est ce que je fais dans ma thèse, entre autres. Là, je reprends certaines de ces questions-là dans ma thèse présentement par des entrevues, et je me rends compte que parfois, les comités des MRC qui regroupent uniquement des élus, mais des élus de diverses municipalités, sont considérés comme des regroupements multisectoriels. Donc, là, les élus disent oui, oui, je suis sur tel comité, tel comité, tel comité, mais c'est tout au sein de la MRC. Donc, ça ne rejoint pas ici. Il y a peut-être un enjeu de définition. Mais encore là, on a une belle piste pour approfondir le sujet avec les élus si on le désire. Nous, comme je le disais, on a noté 1000 questions en suspens que soulève tout ça. Mais maintenant, je vous laisse la parole pour qu'on puisse échanger et que je puisse prendre une petite gorgée d'eau.
Merci beaucoup, Madeleine. Ben, j'en profite d'abord pour faire le lancement officiel du rapport. Alors, dans le clavardage, j'ai mis le lien vers le rapport que vous trouverez sur notre site Internet. Vous pourrez aller le télécharger. Il est là. Il est Oui, ça, c'est disponible. super parce qu'évidemment, je suis consciente aussi que là, je vous lance beaucoup de données, mais je pense que relire le rapport à tête reposée, ça peut peut-être être plus agréable aussi que juste essayer d'absorber un paquet de chiffres comme ça. Alors, Madeleine, je te reviens avec quelques questions qui ont été déposées au Oui. fur et à mesure. Ben, sur l'échantillon, il y a quelques questions. Donc, pourquoi on pense que les élus n'ont pas tant répondu au sondage? Est-ce qu'on pense répéter cet envoi-là plus tard d'une autre étude? C'est une première question. Moi, Tu peux y je trouvais répondre. qu'il y avait beaucoup répondu. Ça dépend des attentes. Ça dépend des attentes, j'imagine, mais non, peut-être que c'est tout dépendant des canaux de diffusion aussi, mais je pense qu'on est allé en chercher des canaux diversifiés. On n'a pas sollicité d'élus directement, par exemple, tu sais, comme des gens qu'on connaissait ou ça, si on ne l'a pas fait, peut-être ça aurait permis d'en avoir davantage. Je peux vous dire que des milieux, certaines régions au Québec qui ont dit « Ah, moi, j'aimerais reprendre ce questionnaire-là dans le cadre, tu sais, dans le cadre de travaux plus spécifiques ou de tables de concertation qui travaillent sur certains enjeux. » Donc, peut-être que ça va être repris, tu sais, d'une autre façon, mais peut-être voilà. que tu nous expliquer en 2-3 mots, tu sais, rapidement, là, ta méthode, parce que c'est un échantillon du volontaire, donc les gens disent, OK, moi, ça m'intéresse, je réponds, mais comment ils l'ont reçu, puis est-ce que toutes les régions du Québec ont été couvertes? Bien, ils l'ont reçu par des canaux de diffusion, donc Communagir, la FQM, l'UMQ et Facebook. Tu sais, les partages sur les différents réseaux, je pense au réseau du développement social du Québec, différents réseaux comme ça qui ont envoyé, mais vous savez tous qu'on est inondé de courriels et d'infolettes. Fait que moi, ça ne me surprend pas, là, je me serais pas attendue à 500 répondants non plus. J'ai essayé de passer via les formations obligatoires des élus, les formations en éthique et déontologie. J'aurais aimé que les formations qui se donnent en novembre, décembre, janvier, on prenne le temps, parce que ça prenait à peu près 10 minutes, là, on prenne le temps en début ou en fin de formation de faire passer ce questionnaire-là. Mais ce qu'on m'a répondu là, dans les différentes associations, c'est on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. La formation est déjà super, c'est vrai, là, est dense. Donc, on a essayé ce canal-là, mais ça n'a pas fonctionné. Et vu que c'était des volontaires, j'ai expliqué qu'on n'a pas fait le parallèle avec l'âge, on n'a pas fait de corrélation avec ni les régions, tout ça, parce que ça, vu la taille de l'échantillon, puis ce qu'on pouvait faire, ça aurait été très hasardeux d'aller dans ces directions-là. Même là, homme-femme, il fallait qu'il y ait un écart très grand pour qu'on soulève le ballon, que qu'est-ce qu'il y a derrière ça, on ne sait pas. Fait qu'il faut être quand même très prudente avec ça. Bon point, Sonia. Puis on nous a aussi demandé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on présente le rapport, là, puis on nous a aussi demandé ou dit ça aurait été intéressant de diviser les réponses conseillers-conseillères versus mère-mairesse, parce qu'évidemment, c'est des rôles totalement différents. Puis souvent, les mères-mairesses, de par le fait qu'ils siègent à la MRC, ils ont un accès au savoir qui est différent. Ils sont aussi souvent plus là à temps plein. Mais, comme tu le dis, Sonia, l'échantillon était tellement petit que ça aurait été complètement hasardeux de faire ça, là, donc on ne l'a pas fait. Une autre question, puis si là, vous avez des questions là, que vous souhaitez là, poser live, vous ne vous gênez pas, vous levez la main ou vous ouvrez. Oui, je vois Marie-Emmanuelle qui dit qu'il y a certainement un biais lié aux canaux de communication. Oui, c'est pour ça qu'on a essayé de les diversifier. C'est pas seulement passer par des regroupements de développement social, par exemple, aller le plus largement possible, mais tous ces biais-là, évidemment, sont présents, ne serait-ce que parce qu'on prend le temps de répondre à un questionnaire comme ça. J'imagine qu'on a un certain intérêt envers la question. On a accès à Internet, on a, tout ça, fait que évidemment, là, c'est présent. Oui, M. Sis, allez-y, ouvrez votre microphone, merci. Merci à vous. Merci à Madeleine, je pense que c'était très enrichissant, surtout pour moi. Je suis sénégalais, mais étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en éducation, précisément en administration de l'éducation. C'est intéressant parce que je trouve que le sujet de recherche sur lequel je travaille est pratiquement complémentaire à ce travail-là.
Parce que dans le domaine de l'éducation et de la formation, je travaille sur la gestion de la formation et le développement des compétences des élus municipaux. Donc, ce qui Oh. fait que moi, je suis en amont un peu de ce travail-là. Et c'est pratiquement, quand tu as fait la présentation, je dis, waouh, c'est vrai que je ne suis pas seul dans ce domaine parce que je me sentais seul dans ce Moi domaine aussi! de Oh, ben, recherche. écoute, vous vous êtes trouvés. Bravo. Voilà, dans ce domaine de recherche sur les élus qui me passionnent parce que moi aussi, j'ai travaillé dans une ONG en Afrique, ONG internationale qui travaille beaucoup sur l'accompagnement des élus municipaux en termes de formation, formation des formateurs, formation à la carte, etc. Ça m'a passionné au point que je suis venu vers Québec pour suivre la formation. Donc, c'est vrai que j'ai fait une recherche qualitative, hein, interprétative un peu, exploratoire bien sûr, mais je m'intéresse plus à la manière dont on forme ces élus municipaux-là aujourd'hui. Est-ce Merci. qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'en termes déjà de cadre ou de dispositif de formation, tout est bien mis en place? Est-ce qu'aujourd'hui, l'approche de formation, elle est, etc., et ce qui leur permet de développer des compétences ou pas? Pour l'instant, je me limite à ça, ce qui est très grand déjà comme sujet de recherche, mais c'est quelque chose qui me passionne et j'aimerais vraiment après pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec vous, et avec Commune Agile que je découvre, moi je ne connaissais pas. Et Absolument. Fantastique! Ben, oui, je suis intéressée absolument à discuter plus amplement. J'ai pris votre nom en note. Vous êtes à l'UQTR également. Et puis, je peux vous dire là, que c'est ça. Dans le fond, moi, je poursuis sur le sujet dans le cadre de ma thèse, mais par des entretiens, ce que je trouve beaucoup plus riche là, pour aller. Parce qu'un questionnaire, ça a 1 million de limites. Là. Les entretiens également en ont aussi, là, mais je trouve que ça me permet d'aller démystifier les choses. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on me dit beaucoup, là, c'est qu'il y a vraiment un désir d'en apprendre, un désir d'être mieux formé, un désir de... Fait que ça, je le vois beaucoup, beaucoup, puis certainement que ça va ressortir dans la thèse plus tard. Mais juste avec cette étude préliminaire-là, on voyait que les sujets d'intérêt sont vastes quand même. Puis faut éviter les raccourcis aussi, là. Tu sais, il y a 1000 raccourcis qui sont pris dans cette étude-là, mais c'est pas parce que justement un sujet n'est pas noté comme sujet d'intérêt principal ou qu'un groupe n'est pas noté comme référent principal qu'il n'y a pas des liens. Fait qu'on pourrait échanger plus amplement, mais je suis contente qu'on se soit trouvé par ce webinaire. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Fournier? Merci. Donc, bonjour. Donc, très, très intéressant. Donc, Yann Fournier, donc Université du Québec à Rimouski. Donc, on travaille un petit peu avec Guy. Donc, alors, moi, pour le coup, ça va être une question qui va peut-être être un peu biaisée par le fait que, justement, je pense qu'on est assez d'accord sur les limites du quanti puis des questionnaires. Par contre, il y a un truc qui m'a frappé dans le propos, c'est que, est-ce qu'il y a un questionnement sur la nature de la connaissance, la nature de l'expertise? Parce que je pense en particulier aux élus, par exemple, qui, lorsqu'ils peuvent, ils font affaire en interne parce que, en gros, le problème est bien cadré pour les équipements, l'aménagement, et ils ont de l'expertise en interne. Dès qu'on sort un petit peu de ce noyau, on entre dans des objets beaucoup plus mous, où en gros, les élus sont plus désarmés. Puis, résultat, ils savent qu'il leur manque des choses, mais ils ne savent pas trop comment. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a eu l'idée, justement, de leur questionner sur quel type de connaissances ils avaient besoin? Parce que ça joue aussi sur le contact qu'ils ont avec les citoyens. Par exemple, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont énormément de contacts informels, mais ils ne veulent pas de l'expertise de la communauté. Mais c'est parce qu'en gros, eux se vivent comme les porteurs de projets. Quand les citoyens viennent me voir, c'est qu'il y a un problème, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement sur la nature de la connaissance, enfin, voilà, puis où ça en est, puis peut-être, c'est un peu méchant, hein, mais moi, j'étais assez intéressé par les trois définitions là, de fait instrumental, symbolique. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Voilà, donc question assez large. Mais c'est pas méchant du tout. Moi, je pense que j'ai les mêmes réticences par rapport à l'utilisation des savoirs. Là, ça, c'est des trucs qui viennent du transfert de connaissances, mais plus j'avance dans la réflexion puis dans les lectures par rapport à la politique municipale, plus je trouve que c'est artificiel. En tout cas, présentement, là, c'est comme une patate chaude. Il faut que je réfléchisse à nouveau à qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'utilise ou non cet angle d'analyse-là pour l'utilisation des connaissances? Je ne suis pas certaine. Mais par rapport à la nature de l'expertise, j'ai noté la question, c'est super pertinent. J'aimerais juste mentionner que maintenant, parce que j'ai quand même avancé dans mon terrain d'études par rapport au doc, fait que ça, c'est complémentaire à ce que j'ai présenté ce midi, là.
je me rends compte puis je vous dis ça comme ça, c'est brut, là, ça n'a pas été analysé plus qu'il faut, là, mais j'ai quand même plus de 16 heures d'entretien qui ont été réalisés avec des élus. Je réalise que le terme, vous me disiez le terme connaissance, le terme expertise. Expertise, ça fait très, très peur. Je pense que ça fait très... les élus se sentent comme, ça c'est un autre monde, les experts. Là. Moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne se réfèrent pas, encore là, la catégorisation des savoirs, c'est là que je vais en venir. La catégorisation des savoirs, c'est très théorique, hein? Savoir scientifique, le savoir des citoyens, le savoir professionnel. Dans la vraie vie, dans la pratique... mélangé. Oui, ce que les élus me disent, c'est qu'ils se réfèrent à des gens. Moi, je connais un ancien élu. Moi, je connais telle personne à la MRC. Moi, je connais tel citoyen de référence. Puis ces gens-là détiennent différents savoirs scientifiques, professionnels, leurs opinions personnelles, peu importe, mais ça passe beaucoup, dans le fond, plus par le canal humain, si on veut, que par une catégorie de savoir. Fait que quand je questionnais les élus à savoir est-ce que ils ont des liens, par exemple, avec la science, ben non, mais oui, parce qu'ils ont des liens avec des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont de l'expertise aussi scientifique. Fait que là, ils vont me dire, ben non, je connais personne du milieu scientifique, mais après ça, dans les questions suivantes, on voit qu'ils sont beaucoup en lien avec certains professionnels de la MRC, mais ces gens-là sont diplômés, ces gens-là ont une expertise scientifique aussi. Fait que il faut comme se méfier des catégorisations théoriques quand on arrive pour analyser, dans le fond, la pratique de la politique municipale. Puis en plus, il y a l'interprétation de qu'est-ce que le milieu scientifique, qu'est-ce qu'une personne qui est scientifique, qu'est-ce qu'un savoir scientifique. Fait que là, il y a eu, on le sait qu'il y a eu des interprétations nécessairement. On a essayé d'être clair, mais nécessairement, il y a eu des comme, tu sais, Sarah, dans le clavardage, tu disais, milieu communautaire, citoyen, est-ce que ça pourrait être mélangé? Est-ce que ça aurait pu être compris de façon, bien sûr, c'est fort possible même. Oui, puis moi, ce que je vois, encore une fois, je vais me référer aux entrevues maintenant que je mène, là. Ce que je vois, c'est que milieu communautaire semble être... à brûle pour point comme ça, là, les élus, quand je les questionne là-dessus, ils réfèrent beaucoup à leurs activités bénévoles. Ils réfèrent moins aux organismes communautaires, qu'on pourrait dire professionnels dans leur milieu, ouais, ou autonomes, les maisons de jeunes, tous les services communautaires. Non, ils réfèrent à leur groupe de bénévoles dans la communauté qui va organiser des activités, un tournoi de pêche, le club d'art. C'est aussi un milieu communautaire, mais ce n'est pas la même définition. Donc, il faut voir, c'est ça, comme tu dis, Sonia, c'est qu'est-ce qu'on entend par tel groupe de personnes aussi. Fait que c'est toutes des choses qui sont, je trouve, à approfondir lors des entretiens parce qu'un questionnaire... Entre autres, oui, les clubs sportifs, c'est comme oui, ça fait partie. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, il y a une très bonne question de Christian Bibeau dans le clavardage sur quels sont les processus de formation mis en place par l'EMQ, la FQM, pour accompagner les élus. Est-ce que ces formations-là sont à jour? Selon ce que vous en savez, c'est selon les enjeux de développement. Puis est-ce qu'il y a une banque de documentation ou de références auxquelles ils ont accès à la suite de ces formations-là? Et si oui, quelle est-elle? Bien, moi, j'aurais envie de répondre, mais je me dis, il y a peut-être des gens de la FQM ou de l'UMQ ici qui voudraient... Je ne voudrais pas parler à la place non plus de... Sinon, je vais y aller avec mon expérience en politique municipale. Je vais mettre mon chapeau de conseillère à Maniwaki. Moi, ça me semble être très actuel, très riche, l'offre de formation. Par contre, il y a des enjeux au niveau des coûts. Mais l'accessibilité, je ne pense pas que c'est un problème. De plus en plus, là, c'est offert en ligne. Il y a différentes dates possibles pour toutes les formations. Mais c'est sur une base volontaire, puis il y a des coûts pour s'inscrire. On parle de petites municipalités, petit budget réservé aux formations. Donc, si on parle d'un budget, je ne sais pas moi, de 1 500, 2 000 $ par année pour les formations, là-dessus, on est 7 élus. On veut participer à des congrès, on veut former un maximum d'élus, ben on est limité. Il y a quand même beaucoup d'auto-formation qui peut être faite là, via des lectures, approfondir des dossiers. Encore une fois, FQM, UMQ, c'est très riche. Mais il faut prendre le temps de faire tout ça et rappelez-vous le nombre d'heures consacrées au mandat. Un élu sur 2 dit « je consacre moins de 10 heures », en tout cas dans notre échantillon. Ça laisse
plus beaucoup de temps pour… Si on enlève les comités, le plénier, la séance publique, ça laisse plus beaucoup de temps pour approfondir des dossiers puis s'auto-former via les ressources de ces organismes-là. Merci, Madeleine. Fait que là, on pourrait parler de la rémunération des élus aussi. Hein? C'est tout lié, évidemment. Là. D'autres questions, commentaires? On vous écoute? On vous lit? Oui, Sophie? Ben, j'en profite, moi d'abord. Félicitations, Madeleine, c'est fort intéressant. Puis là, on dirait que moi, j'aurais le goût de savoir qu'est-ce que ça t'a pisté pour ta thèse. Là. Y a-t-il des choses que t'en as parlé un petit peu tantôt, mais ça t'a-tu ouvert sur des filons là, intéressants? Beaucoup de choses que M. Fourniss a mentionnées, là, ça fait partie des questionnements, puis ça vient nourrir, dans le fond, ma façon de mener les entrevues, là, toutes ces catégorisations-là, les angles de lecture. Là. Mais je te dirais aussi, approfondir le lien entre élus et citoyens. Tu sais, quand ils disent être intéressés à ce qu'ont à dire les citoyens, ils disent les consulter. Là, je peux creuser beaucoup plus dans les entrevues. Vous consultez qui, quand, comment. Et ce qui ressort là, beaucoup, c'est il y a une crainte quand même, je ne veux pas généraliser, là, mais elle est présente dans certains milieux, une crainte de premièrement, une association entre consulter les citoyens et consultation publique, comme si c'était un peu comme la seule façon de faire. C'est le plénier, là, on invite les citoyens à se prononcer sur une question. Et il y a, encore là, pas toujours, mais souvent une crainte de dire, bon, mais ça va être une séance de chiolage. On n'en veut pas dans une municipalité. Il y a un vécu parfois, un vécu d'horreur là, par rapport à des situations où on me dit hey, il a fallu qu'on fasse venir la police, ça a dégénéré. Tu sais, il y a vraiment, vraiment, bon, encore là, je ne veux pas généraliser, mais il y en a qui ont vécu des trucs comme ça. Fait que quand on leur parle de consulter les citoyens, c'est sûr qu'ils sont très frileux, puis sont comme on se tient loin de ça. Mais on est quand même intéressé à savoir ce qu'ils pensent, mais là, on a nos citoyens de référence. Ça, je le vois beaucoup, on a nos citoyens de référence. Fait que là, ça amène toute la question à, c'est ça, c'est que les citoyens de référence, ils représentent qui? Ils représentent eux-mêmes. Comment on peut diversifier, dans le fond, les connaissances, prendre le pouls de davantage de gens. Fait que ça, c'est un filon que je voulais traiter davantage. Mais je suis contente, Sophie, que tu aies pu voir, parce que dans le fond, pour l'ensemble du groupe, là, on a élaboré, Sophie et moi, la prémisse de cette étude-là, puis ensuite, Sophie a quitté Communagir pour aller relever d'autres défis professionnels. Donc, aujourd'hui, tu vois un peu le résultat de notre brainstorming de janvier 2021. Il y a Madame Le Desnoyers qui écrit là, dans le clavardage, est-ce que les hommes, justement, puis tu viens juste ces références, est-ce qu'ils font appel à leur voice club de ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Bien, je ne peux pas dire. Ça, je le dirais plus de par mon expérience. Mon expérience de conseillère dirait oui, mais la doctorante en moi dirait j'ai aucune donnée pour appuyer ça. Donc ça va être à voir là, avec l'analyse des entrevues que je mène. Mais oui, quand on me dit des citoyens de référence, ça sonne un peu Boys Club là. C'est ça. Mais il va falloir élaborer là-dessus. Mais peut-être que je pense que M. Fourniss voudrait rebondir sur la question. Peut-être qu'il y a des données, lui. Pas assez. Non, mais par contre, c'est une vraie question. Et effectivement, puis quand on parle, c'est frappant que l'expertise ou la connaissance vient avec des réseaux, en fait. Je me demande s'il n'y aurait pas une cartographie de réseau à faire parallèlement qui serait aussi une cartographie de l'expertise. Puis, juste pour signaler, en développement régional, notamment du côté des Anglais, ils valorisent beaucoup les hubs. Le fait qu'on a recours à des expertises externes, puis qu'on en a besoin. Puis il y a peut-être un truc entre l'externe et puis l'interne ou l'endogène, l'exogène, je ne sais pas trop comment le dire. Puis finalement, ce dont on parle, c'est des élus, s'ils pouvaient, ils feraient juste affaire avec leur monde parce qu'ils se connaissent, etc. etc. Voilà, donc je ne sais pas s'il n'y a pas un truc autour de qu'est-ce qu'une communauté, voilà, c'est super intéressant en tout cas. Les pistes que vous amenez aussi sont très intéressantes, merci. Merci beaucoup. En effet, c'est très intéressant. Monsieur Beaulieu nous dit dans le clavardage, est-ce qu'il pourrait être pertinent d'explorer la relation entre élus et DG, qui est souvent la personne un peu déléguée d'une municipalité pour être la source principale pour développer les dossiers, les renseignements, etc. Oui. Et ça ressort aussi dans les entrevues, ça va être à approfondir parce qu'il y a élus et DG, mais là, il y a vraiment une grande différence dans le lien entre
DG maire, mairesse et DG conseiller, conseillère, c'est pas le même accès. Et là, avec toutes les questions de déontologie aussi, les élus sont bien au fait de ça, que les conseillers n'ont pas nécessairement le même accès aux employés, au DG. Donc, la ligne à suivre est claire pour eux, puis elle est stressante, je dirais, à certains égards. Donc, oui, ça doit être à... Puis, en plus, ben, dans certains milieux aussi, le DG peut être nommé par le maire-mairesse. Donc, ça aussi, ça soulève des questionnements puis des pistes d'analyse par rapport aux relations privilégiées entre les deux, puis l'échange de savoir, puis l'échange de vision. Est-ce qu'on ne restreint pas à quelques égards la vision et les connaissances alors que les deux se sont choisis? En tout cas, un a choisi l'autre souvent. Là, je vois des mains qui se lèvent. Oui, il y a 2 mains et puis il y a une petite question dans le clavardage aussi. Madame Volquin? Ben, on parle souvent du savoir des élus, puis là, ben, on a eu quand même beaucoup de nouveaux élus justement dans la dernière, lors de la dernière élection, notamment dans certains territoires. Dans le fond, c'est que le DG, c'est celui qui va perpétuer le savoir des années antérieures versus les élus qui, eux, arrivent des fois aussi avec une façon de penser, une façon de voir comment on va pouvoir développer avec leur idée de ce qu'ils ont récupéré lors de la campagne aussi. Là, oui, on va s'occuper de ça. Puis dans les faits, ils arrivent là, puis tu ne peux pas faire vraiment ce que tu avais promis parce que ça ne se fait pas comme ça. Fait qu'on on a ces DG qui ont le savoir, puis qui le continuent, puis en général, qui, eux, sont dans la continuité. Puis on a les élus, certains dans la continuité, certains qui sont des nouveaux élus. Puis des fois, parler avec les DG, il peut y avoir un certain blocage. Versus parler avec les élus, il y a une plus grande ouverture. Puis il y a déjà un maire, moi, qui m'avait dit, quand tu as besoin de venir parler de quelque chose, adresse-toi directement aux élus au lieu de passer par le DG parce que tu vas l'avoir ta rencontre puis ou ta présentation au niveau du conseil municipal. Fait que là, tu sais, là, il faut tout le temps jouer un peu avec toutes ces dynamiques différentes-là, puis les savoirs qui sont différents des uns aux autres en fonction des personnes à qui on s'adresse. Merci, super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, Madeleine? Puis non, ensuite, mais je vais saluer Laure. Et puis, effectivement, c'est ça. C'est des dynamiques. Puis, il n'y a pas comme une ligne unique qu'on peut dire, ça, c'est la ligne à prendre pour communiquer avec les municipalités. Ou... Effectivement, là, il y a des chemins. C'est la même chose pour les élus. Là. Il n'y a pas une référence au savoir qui est unique. Fait que c'est d'essayer de voir, c'est un peu l'objet de la thèse aussi, là, d'essayer de voir c'est quoi... les différents chemins là, qui s'illustrent de ce portrait-là. Il est 13 heures. Je vais prendre votre dernière intervention, là, M. Suisse, rapidement. Juste dire que les données qu'on a dans le rapport, c'est sur le temps qu'ils consacrent à leur fonction d'élu. On l'a, mais pas le temps qu'ils consacrent à leur travail ou à la famille. On n'a pas demandé jusque-là. Juste pour répondre à la question du clavardage. M. Suisse. Puis ensuite, je te donne la mot de la fin. Juste une question pour Madeleine. C'était par rapport à... Est-ce que les résultats de la recherche commencent à éclairer un peu sur le lien entre le rapport à savoir et la complexité du travail de l'élu? Je m'explique un peu. C'est que l'élu municipal, c'est en général du tout venant. Il n'y a pas une école, une forme, etc. Ils viennent et occupent une fonction. Avec beaucoup de demandes de la société, etc. Est-ce qu'au cours de l'exploration, vous aviez pu entrevoir quelconque relation ou lien entre la complexité du travail de l'élu? Mais c'est sûr qu'il y a des liens entre la complexité du travail, puis le besoin, puis la nécessité, puis la motivation d'aller chercher des connaissances. Puis je pense que les élus aussi, quand ils arrivent pour la première fois en poste, ils sont, ça je l'entends beaucoup, ils sont beaucoup surpris de la complexité des tâches, puis de la variété des dossiers. On est loin de seulement là, la gestion des nids de poules ou des déchets. Donc, effectivement, c'est très complexe. Ça se complexifie aussi de plus en plus. Fait que je vous invite, dans le fond, en mot de la fin, là, je vous remercie. La plupart sont restés. Là, je sais qu'on a des horaires très chargés. Je vous remercie pour votre participation.
les quelques échanges qu'on a pu avoir. Pour moi, c'est nourrissant. J'espère que ce l'est pour vous aussi dans vos différentes sphères professionnelles. Puis, je vous invite à aller chercher le rapport qui est disponible facilement trouvable dans la section publication sur le site de Communagir. Puis, bien, ensuite viendra dans 1 an et demi, 2 ans, les résultats de la thèse. Donc, on n'a pas fini là, d'entendre parler du sujet. Alors, un gros merci à tous pour votre participation au webinaire ce midi. Merci beaucoup tout le monde. Au plaisir. Au revoir.